Personne, dans cette salle de presse d'Arlington, au Texas, ne voulait être celui qui le dirait à voix haute. Mais l'entraîneur qui, pendant 14 ans, a bâti la période la plus faste de l'histoire du football français, l'a dit malgré tout. Et la phrase qu'il a choisie a désormais survécu au score qu'elle était censée expliquer. Didier Deschamps s'est assis devant les journalistes après la défaite 2-0 face à l'Espagne en demi-finale de la mondiale. Un revers qui mettait fin à sa dernière saison complète à la tête de l'équipe de France. Au lieu de simplement accepter le résultat, il a posé une question que personne ne pouvait trancher pour lui. Un arbitre a-t-il le niveau requis pour diriger une demi-finale de mondial? Il l'a formulé lentement. Il a précisé qu'il n'y répondrait pas lui-même. Et il a invité tous ceux qui l'écoutaient à se poser la question. Cet instant, livré avec le calme d'un homme ayant dirigé 26 rencontres de mondial et établi le record absolu pour un sélectionneur dans l'histoire du tournoi, est devenu l'histoire qui refuse de disparaître, alors même que la finale doit se jouer dimanche prochain au MetLife Stadium au New Jersey. Voici ce qui s'est réellement passé sur le terrain, car le football lui-même, débarrassé de la polémique qui l'a suivi, raconte pourquoi l'Espagne a atteint la finale pour la première fois depuis 2010. L'équipe de Luis de la Fuente vient de disputer 7 matchs de mondial en n'encaissant qu'un seul but au total, avec 6 rencontres sans encaisser, un nouveau record du tournoi qui efface une marque jusque-là partagée par 5 sélections dans toute l'histoire de la compétition. Unai Simón, dont le but a été à peine sollicité. Derrière, Aymeric Laporte et Pau Cubarsí ont neutralisé attaque après attaque sans jamais paraître déstabilisés. L'Espagne a battu le Maroc, puis la Belgique, puis l'Autriche et désormais la France. À aucun moment de ce parcours, elle n'a donné l'impression d'avoir besoin de l'aide d'un arbitre pour gagner. De l'autre côté, la France arrivait au mardi soir avec l'attaque la plus dangereuse encore en lice. 16 buts s'inscrits en 6 matchs avant la demi-finale. Kylian Mbappé impliqué dans 11 réalisations depuis le début du tournoi, Ousmane Dembélé, désormais détenteur du Ballon d'Or, évoluant avec cette liberté que procure la présence de joueurs de très haut niveau autour de soi. Puis, face à l'Espagne, tout s'est éteint. Mbappé et Dembélé n'ont totalisé que 5 tentatives sur l'ensemble de la soirée, un chiffre presque insignifiant dans les modèles de buts attendus. Mbappé lui-même a reconnu après la rencontre que son équipe n'avait tout simplement pas su faire mal à l'Espagne. Difficile d'imaginer autocritique plus franche de la part d'un joueur de ce niveau depuis le début du tournoi. Alors, comment un duel tactique aussi serré s'est-il transformé en une défaite enveloppée de controverses? À la 22e minute, Lucas Digne, le latéral gauche français, a contrôlé de la poitrine un ballon qui traînait dans sa propre surface, puis s'est retourné pour le dégager. Dans son geste, sa jambe de frappe a heurté Lamine Yamal, arrivé dans son angle mort pour disputer le même ballon. L'arbitre salvadorien Ivan Barton a immédiatement désigné le point de pénalty sans demander de révision vidéo. Mikel Oyarzabal a transformé et l'Espagne menait 1-0 après à peine plus de 21 minutes dans le match le plus important du tournoi jusque-là. La question qui a embrasé les réseaux sociaux en quelques secondes était de savoir si Yamal avait touché le ballon du bras juste avant d'être heurté par le dégagement de Digne, ce qui aurait annulé à la fois la faute et le penalty. Les ralentis télévisés, sous plusieurs angles, semblaient montrer un contact entre le ballon et la manche de Yamal au début de l'action. Les spécialistes ayant revu les images ont estimé que le point de contact se situait sur le tissu de la manche et non sur une partie du bras sanctionnable, au titre de la règle de la main, et que le coude du joueur se trouvait dans une position naturelle. Selon l'interprétation actuelle des lois du jeu appliquées par l'International Football Association Board, ces éléments n'imposaient pas de siffler une main. Le penalty a donc été maintenu. Cette explication technique n'a pas mis fin au débat. Gary Neville, ancien défenseur de l'Angleterre devenu consultant, a rejeté la responsabilité directement sur Digne, estimant que le latéral français avait simplement perdu Yamal de vue et lancé sa jambe sans se rendre compte qu'un adversaire arrivait. Interrogé sans détour sur la décision, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a évité de répondre réellement,
se contentant d'expliquer qu'il préférait parler de football plutôt que des arbitres. Une position que nombre d'observateurs ont jugée plus facile à tenir lorsque votre équipe est celle qui a bénéficié de la décision. Deschamps, lui, n'a pas affirmé que le match avait été truqué et n'a accusé personne de partialité. Il a tracé sa distinction avec prudence, presque au scalpel. Il a reconnu que son équipe avait été, selon ses propres termes, un cran en dessous Macleus de l'Espagne techniquement ce soir-là, et ils ont accordé aux Espagnols tout le mérite d'avoir maîtrisé la rencontre comme ils l'ont fait. Il a même admis que certaines décisions avaient favorisé la France, évoquant notamment un tacle dangereux d'Olivier Giroud, entré en jeu, sur l'Espagnol Rodri en seconde période. Plusieurs analystes au bord du terrain estimaient que ce geste méritait un carton rouge, mais seul un jaune a été sorti. Si Giroud avait été expulsé, la France aurait terminé à 10 avant même que l'Espagne n'inscrive son deuxième but. Ce deuxième but, marqué par Pedro Porro à la 58e minute, est né d'une pression espagnole prolongée et non d'une décision arbitrale. C'est notamment pour cela que même les observateurs neutres hésitent à affirmer que l'arbitre a décidé du résultat. Indépendamment du pénalty, l'Espagne a dominé de longues séquences, et les analystes attentifs s'accordent à dire que la France montrait peu de signes, laissant penser qu'elle se rapprochait d'un but, y compris avant le pénalty d'Oyarzabal. Si la remarque de Deschamps dépasse le cadre d'un seul match, c'est aussi en raison du moment où elle intervient dans sa carrière. Ce tournoi constituait sa dernière campagne à la tête des Bleus, après 14 années en poste, une aventure commencée par le sacre en Russie en 2018, poursuivie par une finale perdue au tir au but au Qatar en 2022 et jalonnée de 3 demi-finales consécutives ainsi que de 4 quarts de finale d'affilée. Ces 26 matchs dirigés en mondial représentent désormais le total le plus élevé de l'histoire pour un sélectionneur devant l'ancien record de 25 détenus pendant des décennies par Helmut Schön, à la tête de l'Allemagne de l'Ouest. Aucun entraîneur n'avait conduit une même nation aussi loin, aussi souvent, dans un mondial. Et Deschamps a choisi de consacrer une partie de son avant-dernière conférence de presse à une question incisive sur un arbitre du Salvador, plutôt que de parler uniquement des insuffisances de son équipe. Une blessure est venue alourdir une soirée déjà pénible pour la France. Le défenseur central William Saliba, l'un des Bleus les plus fiables de cette campagne, est sorti après avoir subi ce qui semblait être un choc sérieux. Son état devra être évalué avant le match pour la 3e place, prévu quelques jours seulement avant la finale. La question posée par Deschamps s'inscrit dans un tournoi où l'arbitrage constituait déjà un récit à part entière bien avant le duel entre la France et l'Espagne. L'Argentine a bénéficié de davantage d'interventions de l'assistance vidéo que toute autre équipe parvenue en demi-finale. Une statistique qui alimente depuis plusieurs semaines les débats entre fédérations rivales. L'Algérie a déposé une réclamation officielle après son match de poule contre l'Argentine. L'Égypte en a déposé une autre après avoir, elle aussi, affronté les Argentins. La Belgique a exprimé des inquiétudes sur la manière dont avait été menée une procédure disciplinaire concernant l'un de ses joueurs, Balogun. Le sélectionneur suisse a reconnu publiquement qu'il ignorait jusqu'à l'existence d'une règle particulière d'élimination avant qu'elle ne coûte la qualification à son équipe. Plus tôt dans le tournoi, l'Allemagne s'est vue refuser un but contre le Paraguay sur une décision que plusieurs anciens professionnels en studio ont décrite comme l'une des interventions vidéo les plus sévères jamais vues à ce niveau. La Norvège a également vu une demande de penalty contre l'Angleterre rejetée après révision vidéo. Pris isolément, aucun de ces épisodes ne prouve qu'un match ait été tranché de manière injuste. Ensemble, cependant, ils dessinent un schéma qui pousse des supporters neutres, d'anciens joueurs et désormais l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, à poser, chacun à sa manière, la même question. La réponse publique de la FIFA a presque toujours suivi le même scénario. L'instance affirme que le processus de révision a fonctionné exactement comme prévu et que mettre en cause un arbitre constitue une attaque infondée contre l'intégrité de la compétition. Plus cette défense est répétée au cours d'un même tournoi, plus elle devient difficile à soutenir. L'Espagne accède donc à la finale de la mondiale pour la première fois depuis son titre de 2010.
Nielsen affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Argentine et l'Angleterre, disputée au New Jersey et chargée de sa propre histoire, entre le match de la main de Dieu de 1986 et les tensions politiques qui entourent depuis des décennies chaque rencontre entre les deux pays en raison du différend sur les îles Malouines. Le vainqueur retrouvera l'Espagne dimanche au MetLife Stadium d'East Rutherford, au New Jersey, pour conclure un tournoi déjà considéré comme l'un des plus scrutés sur le plan arbitral de l'histoire récente de la mondiale. Pour la France, il reste un match pour la troisième place contre le perdant de la demi-finale Argentine-Angleterre. Cette rencontre prend soudain davantage de relief en raison des incertitudes entourant Saliba et d'un groupe qui tentera de sauver quelque chose de positif d'une campagne dont beaucoup, dans le monde du football, pensaient qu'elle pouvait offrir un deuxième titre mondial à cette génération française. Mbappé, encore au milieu de sa vingtaine, devra déjà regarder vers l'avenir d'une sélection qui doit désormais se redéfinir sans Deschamps sur le banc, le seul sélectionneur que la plupart de ses joueurs aient connu au niveau international senior. Le parcours espagnol jusqu'à la finale a été présenté, à juste titre, comme une démonstration de qualité réelle plutôt que comme le produit de décisions arbitrales favorables. Lamine Yamal, toujours adolescent, continue d'apparaître comme l'un des attaquants les plus doués du football mondial dans ce tournoi. Aux côtés de Pedri et d'Oyarzabal, il appartient à une équipe qui associe rigueur défensive et créativité offensive comme peu de sélections encore en lice ont su le faire. 6 matchs sans encaisser en 7 rencontres témoignent d'une constance qu'aucune polémique arbitrale ne peut leur retirer. La plupart des analystes, suivant le tournoi de près, s'accordent à dire que l'Espagne mérite sa place en finale par son seul niveau de jeu. Pour autant, le débat autour de la prestation arbitrale d'Ivan Barton ne s'est pas éteint. Il semble même s'intensifier à l'approche de la dernière semaine du tournoi. Depuis mardi soir, des diffuseurs de plusieurs pays ont repassé des dizaines de fois l'incident entre Digne et Yamal, décomposant les angles de caméra image par image. Les spécialistes eux-mêmes les restent divisés. Certains affirment que pendant que le penalty était conforme à l'interprétation actuelle de la règle, d'autres estiment que toute la séquence aurait mérité une révision vidéo plus longue avant qu'une décision soit arrêtée. Ce désaccord montre à quel point cette controverse reste ouverte, y compris parmi ceux chargés d'interpréter les lois du jeu. La suite dépendra largement de la manière dont l'organe arbitral de la FIFA réagira publiquement dans les prochains jours et de la possibilité que les propos de Deschamps entraînent un examen formel de l'ensemble de la prestation de Barton avant la dernière ligne droite. Jusqu'à présent, la FIFA n'a publié aucun communiqué répondant directement aux déclarations du sélectionneur français et nul ne sait encore si Barton sera désigné pour un autre match avant la fin du tournoi dimanche prochain. Pour l'heure, la phrase laissée en suspens par Deschamps dans cette salle de presse d'Arlington demeure sans réponse, exactement comme il le souhaitait. Elle semble promise à accompagner ce mondial jusque dans les livres d'histoire, avec le retour de l'Espagne en finale et la carrière record de l'entraîneur qui l'a prononcée. Toute cette affaire comporte également une dimension politique qui dépasse le football et mérite d'être abordée honnêtement. Durant tout le tournoi, la FIFA s'est présentée comme une organisation attachée à l'équité et à la transparence, répétant ces mots dans presque chaque communiqué officiel publié après une décision controversée. Pourtant, l'enchaînement des plaintes venues d'Algérie, d'Égypte, de Belgique et, désormais de manière indirecte, de France à travers les paroles de Deschamps, place la direction de la FIFA dans une position inconfortable à l'approche de la dernière semaine de cette mondiale organisée conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Certains commentateurs vont jusqu'à avancer, il s'agit d'une hypothèse, non d'un fait établi, que la réticence de la FIFA à corriger certaines décisions litigieuses grâce à la vidéo pourrait relever d'une prudence institutionnelle plus générale, celle de ne pas fragiliser publiquement les arbitres pendant un tournoi d'une telle ampleur plutôt que d'une volonté de favoriser une équipe. Cette théorie n'a été confirmée par aucun responsable de la FIFA et doit être considérée comme une interprétation parmi plusieurs actuellement discutées par les analystes, non comme une vérité démontrée. La couverture de la controverse par les médias sportifs américains a, elle aussi, pris une tonalité particulière. Comme ce tournoi marque la première finale,
de mondiales masculines organisées aux États-Unis depuis 1994 et la toute première disputée au MetLife Stadium au New Jersey, les diffuseurs nationaux ont largement développé des récits reliant la polémique arbitrale à une question plus vaste. Les infrastructures américaines et la culture locale de l'arbitrage sont-elles prêtes à accueillir durablement une compétition de cette ampleur? Plusieurs commentateurs des grandes chaînes sportives du pays ont rappelé que la technologie de révision vidéo, largement développée dans des sports américains comme le football américain et le basketball, passe aujourd'hui son examen le plus visible au sein d'un mondial de football joué sur le sol américain. L'incident entre Ding et Yamal est ainsi devenu une sorte de cas d'école, illustrant la manière très différente dont le football utilise une technologie de ralenti que le public américain voit appliquer bien plus largement dans ses propres ligues. Dans le même temps, les regards se tournent déjà vers la finale de dimanche au MetLife Stadium, où l'Espagne attendra le vainqueur d'Argentine-Angleterre, une demi-finale jouée au New Jersey et lourde de plusieurs décennies de poids politique et culturel. Toute rencontre entre ces deux nations est inévitablement évoquée à travers le quart de finale de 1986 à Mexico, resté dans les mémoires pour le but de la main de Dieu, ça de Diego Maradona, mais aussi à travers les tensions diplomatiques persistantes autour des îles Malouines. Ce différend a parfois débordé dans la rhétorique sportive lors de précédents tournois, même lorsque les deux fédérations souhaitèrent l'éviter. Si l'Argentine devait rejoindre l'Espagne en finale, certains analystes estiment que le sous-texte politique d'un duel entre deux pays liés depuis des siècles par une histoire et une langue commune offrirait un récit très différent de celui d'une finale Angleterre-Espagne, qui serait davantage présenté sous l'angle d'une rivalité européenne et des confrontations récentes entre les deux sélections. Sur la question précise de l'arbitrage, plusieurs anciens arbitres interrogés cette semaine par les médias ont défendu une lecture plus nuancée que celle des critiques les plus virulentes ou des communiqués les plus défensifs de la FIFA. D'après leurs entretiens publiés et non une position officielle d'une ligue, leur avis général est que le penalty pouvait se défendre au regard de la lettre de la règle, aussi inconfortable l'action soit-elle à regarder. En revanche, la rapidité avec laquelle il a été accordé, sans consultation vidéo malgré la complexité évidente de la séquence impliquant la manche de Yamal, correspond exactement au type de situation pour lequel le système de révision existe. Ralentir le processus et disposer de l'ensemble des images avant de valider une décision capable de changer un match. Plusieurs d'entre eux soulignent que cette critique porte moins sur une éventuelle incompétence personnelle d'Ivan Barton que sur la question de savoir si les protocoles vidéo en vigueur lui ont apporté un soutien suffisant dans un moment qui méritait manifestement un second examen. Il faut aussi se rappeler que Deschamps n'a jamais été du genre à se plaindre facilement de l'arbitrage. En 14 ans à la tête des Bleus, avec un titre mondial en Russie et une finale perdue au tir au but au Qatar, il a généralement évité les critiques directes contre les arbitres, préférant centrer ses déclarations d'après-match sur la performance de son équipe. Quel que soit le résultat, ce passé explique en partie pourquoi ses propos d'Arlington ont pris autant de poids presque instantanément. Les journalistes qui le suivent depuis des années ont souligné qu'il s'agissait d'une rupture particulièrement rare avec sa retenue publique habituelle. C'est aussi ce qui explique que la citation se soit propagée aussi rapidement dans les médias internationaux, quelques heures seulement après la fin de la conférence de presse. Pour Mbappé, cette élimination marque la deuxième mondiale consécutive où son parcours s'arrête en demi-finale, après la douleur de la défaite au tir au but au Qatar 4 ans plus tôt. À ce stade de sa carrière, alors qu'il se trouve encore pleinement dans ses meilleures années athlétiques, une question commence déjà à se poser. Cette génération de joueurs français, dont beaucoup ont disputé ensemble plusieurs grandes compétitions, bénéficiera-t-elle encore d'une occasion réaliste de conquérir un deuxième titre avant que le noyau de l'équipe ne vieillisse et ne quitte progressivement la scène internationale? Plusieurs anciens internationaux français ont évoqué cette semaine à la télévision, là encore à titre de spéculation, sans confirmation officielle, la possibilité que la Fédération française prépare déjà discrètement une liste de successeurs potentiels à Deschamps. Les profils évoqués iraient d'entraîneurs actuellement en poste dans l'élite française à au moins un ancien international de premier plan travaillant aujourd'hui à l'étranger. Aucun nom n'a été confirmé par la Fédération
et les détails actuellement discutés dans les médias sportifs français doivent être considérés comme de premières hypothèses, non comme des décisions arrêtées. Un récit plus discret, mais symboliquement fort, accompagne l'ensemble, celle de la famille royale espagnole. Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le roi Philippe VI, la reine Laetitia et leur fille, la princesse Léonore et l'infante Sophia, regardant ensemble la demi-finale depuis leur domicile, vêtus des maillots extérieurs de l'Espagne et célébrant visiblement la qualification. Plusieurs médias ont vu dans cette manifestation publique et informelle de la maison royale un signe de l'importance prise par ce parcours dans le pays, à un moment où le football espagnol est par ailleurs confronté depuis plusieurs années à ses propres controverses de gouvernance au sein de la fédération. Pour la suite du débat arbitral, les commissions de discipline et d'arbitrage de la FIFA ne commentent généralement pas publiquement la prestation d'un officiel durant un tournoi, et rien ne laisse penser que cette habitude changera avant la finale de dimanche. Le programme de Barton pour la fin de la compétition, notamment la possibilité qu'un autre match lui soit confié, n'avait pas encore été annoncé à ce stade. Deschamps doit reprendre la parole avant le match pour la 3e place. Reste à savoir s'il développera ses propos ou s'il préférera, comme il l'a laissé entendre, maintenir sa question exactement là où il l'a laissée, dans cette salle de presse d'Arlington. Quoi qu'il arrive lors des derniers matchs, ce tournoi a déjà produit l'un de ses récits hors terrain les plus mémorables et les plus disputés. Une histoire qui touche presque toutes les dimensions du football moderne, la technologie vidéo et ses limites, la confiance institutionnelle envers l'instance dirigeante du sport, mais aussi le poids émotionnel de la dernière campagne d'un sélectionneur légendaire, achevé sous un nuage qu'il a lui-même choisi de faire apparaître plutôt que de l'accepter en silence. Aux États-Unis, de nombreux supporters découvrant pour la première fois de leur vie une mondiale organisée chez eux se sont retrouvés entraînés dans un débat qui dépasse largement ce seul résultat. Il influencera probablement la manière dont les décisions arbitrales seront examinées, défendues et finalement retenues lors des futurs tournois organisés en Amérique du Nord, bien après le coup de sifflet final de dimanche au MetLife Stadium.